Bonjour et bienvenue, Jean-François Sénéchal, votre prof pour votre cours éthique et professionnalisme. Écoutez, c'est fini, c'est presque fini. En fait, on est le 28 novembre. Demain, ce sera notre dernière et ultime rencontre, donc 29 novembre, si vous êtes en classe. Ben, sinon, c'est votre dernier podcast, donc bienvenue à votre dernier podcast d'accompagnement du cours. J'espère que vous avez aimé la formule. Une fois par semaine, on s'est rencontrés comme ça. Je vous ai résumé la matière. On a regardé ensemble ce que vous aviez à faire, les tâches que vous aviez à faire pour réussir ce cours. J'espère que vous avez aimé cette idée d'un podcast d'accompagnement. Évidemment, il y a quelques redites entre le podcast, le cours. Ça fait partie d'une approche pédagogique là, honnête et efficace. Là. Parfois, il faut répéter à quelques reprises avant que ça soit bien assimilé. OK, avant d'entamer le contenu, d'abord, merci pour vos TP2. Donc, j'ai vu que vous aviez déposé vos TP2. Bravo, c'est fait. C'est terminé pour ce TP2. Donc, bien hâte de lire ça. Donc, même si je ne corrige pas tous les TP2, évidemment que je vais passer à travers là, pour essayer de les lire, voir qu'est-ce que vous m'avez pondu encore une fois cette session. Donc, c'est terminé pour le TP2. Je dirais que ce qu'il vous reste à faire, c'est d'ici votre examen, je vous invite à aller compléter votre évaluation intra-équipe, auto-évaluation intra-équipe. Donc, c'est obligatoire. Hein? Donc, vous devez donner une note à chacun des membres de votre équipe. Puis, obligatoire au sens où si vous ne le faites pas, vous allez perdre 10% par jour de retard. Donc, c'est 5 points. Donc, si vous ne voulez pas perdre 0,5 points par jour, ça serait bien le bon moment de le faire. Donc, même maintenant, là. Donc, appuyez sur pause, puis allez faire ça tout de suite, puis vous poursuivrez après votre écoute du podcast. OK? Ça y est? C'est fait? Bravo. Sinon, si ce n'est pas encore fait, vous avez jusqu'à ce dimanche 4 décembre à 23h59 pour faire votre évaluation intra-équipe. Ça vaut 5 points. Autre évaluation du cours, c'est votre évaluation du cours en tant que tel. Donc, il n'y a pas vraiment d'évaluation formelle, là, c'est-à-dire que vous ne recevrez pas de demande, du moins on ne m'a pas prévenu que vous aviez habituellement là, une session sur 3, là, il y a une vraie évaluation du cours qui se fait. Mais néanmoins, je veux avoir vos rétroactions. Donc, évidemment, des commentaires qui seraient constructifs. Là, donc, j'aimerais ça que vous trouviez une façon de me transmettre vos commentaires. Donc, ce que vous pensez du cours, de la formule, de ce qu'on pourrait ajouter, des outils qu'on utilise, peut-être des rétroactions sur votre système de trophées. Le système de trophées, badge et récompense, là, c'est la cinquième session là, que je teste l'application, puis je serais intéressé de savoir ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer, puis dans quelle mesure ça vous a aidé ou stimulé ou pas, ou malgré vous, ça vous a stimulé. Donc, c'est un peu l'idée. Puis voilà, j'aimerais avoir vos commentaires. Je sais que certains de vos profs n'accordent pas toute l'attention nécessaire à ces rétroactions, mais pas moi. Hein? Donc, si vous avez vu une différence entre mon cours, la formule, puis certains autres cours et d'autres formules, c'est parce que moi, je les lis, vos commentaires, puis que je m'arrange pour bonifier le cours, en tenir compte, améliorer. Donc, faites-le, s'il vous plaît. Faites vos commentaires. J'ai même un forum là, d'ouvert où vous pouvez faire quelques commentaires sur le cours. Donc, c'est le moment. Vos bons mots aussi, s'il y en a. Pas pour moi, mais peut-être pour les autres profs, je dirais. Là. Donc, si vous avez des profs, des cours, des choses que vous avez aimées, n'hésitez pas à le dire aussi autour de vous, à vos profs. Je le sais qu'il y en a certains qui ont trouvé les 2 dernières années assez difficiles. Donc, ça a été assez rough pour vous, c'est sûr, mais pour vos profs aussi. Donc, n'hésitez pas à leur écrire lorsque c'est le cas. Attention maintenant, alerte rouge. L'examen final, 25 points. 25 points, l'examen final, ce sera le 6 décembre, donc mardi prochain, de 18h30 à 21h.
C'est le moment là, d'intensifier votre étude, donc de terminer peut-être vos dernières évaluations formatives, de consulter les contenus, donc reconsulter les contenus des derniers modules. Là. Donc, c'est ce mardi, donc c'est tout juste de là. Donc, c'est le moment pour vous là, de mettre les bouchées doubles pour être prêt. Cette semaine, ce sera le module 12, donc dernier module cette semaine. Et dans ce module, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? On va faire une critique en règle, critique en règle du système professionnel, c'est-à-dire que pendant toute la session, je vous ai présenté le système, je vous en ai raconté l'histoire, on a vu les principaux problèmes, les principaux enjeux, les principales pistes de solutions. Donc, dans ce module 12, c'est un module qui est rétrospectif, c'est-à-dire qu'on va regarder quelles sont les principales critiques qu'on pourrait faire à l'endroit du système professionnel et quelles sont les principales défenses aussi. Donc, à quoi ça sert le système professionnel? Un ordre, un code des professions, un code de déontologie. On va essayer de défendre ça ensemble, donc de se donner quelques défenses. Donc, c'est ce qui vous attend dans ce module 12, une critique positive et négative, constructive et parfois juste, toujours juste, mais honnête, comme disent d'autres, du système professionnel. C'est ce qui vous attend dans ce dernier et ultime module. OK, donc une des questions qui devrait être maîtrisée maintenant, on va l'aborder aussi dans ce module 12, c'est qu'est-ce que le système professionnel? Donc avant de le critiquer, il faut savoir c'est quoi. Puis je le sais avant ce cours, je ne parle pas du module 12, là, je parle du cours dans son ensemble, FI 3900, là, donc avant de rencontrer, de vous voir dans ce cours, vos connaissances du système professionnel, vos connaissances sont limitées. Mais maintenant, là, vous devriez être capable de répondre à cette question. Hein? C'est quoi le système professionnel? Êtes-vous capable de le décrire succinctement? Si autour de vous, on vous demande c'est quoi le système professionnel? Pourquoi tu as un code de déontologie? C'est quoi ce système-là? Donc, vous devriez être capable d'y répondre après 12 heures, après 12 modules, là, vous devriez être capable de répondre un peu à ce genre de questions-là. Et sinon, il faudra réviser les différents modules là, parce que vous le savez maintenant, votre ordre professionnel, c'est pas un syndicat. Hein, donc ça, je le vois aussi là, dans les connaissances très maladroites là, du système professionnel. Il y en a plusieurs qui associent ça à un syndicat. Non, les ordres professionnels, ce ne sont pas justement là, ce genre d'organisation qui protège uniquement là, les droits des travailleurs ou les intérêts des membres pour négocier avec l'employeur des conditions de travail. Là. Donc, ce n'est pas un syndicat. Donc, au moins, minimalement, ne faites plus cette erreur. D'ailleurs, parlant de connaissances maladroites du système professionnel, vous savez que vous n'êtes pas les seuls à ne pas savoir, vous n'étiez pas les seuls à ne pas savoir avant ce cours, c'est quoi un ordre professionnel. Dans les sondages, donc chaque année, il y a des sondages, en fait, peut-être pas chaque année, là, mais de façon systématique, le système professionnel, les ordres professionnels poussent des sondages dans le public pour voir est-ce que le public, lui, sait à quoi ça sert un ordre professionnel. Et ce qu'on voit dans le cours, je vais vous citer ce texte-là, ça s'appelle « Le rôle des ordres professionnels mal compris ». Donc, c'est un texte, je pense que c'est mars 2019. Vous allez voir que 10%, donc de celles et ceux qui sont sondés, là, 10% ne savent pas, ou plutôt savent qu'un ordre professionnel, ça sert à protéger le public. Donc, à la fin du cours, j'espère que vous savez ça, là, qu'on est à 100%, qu'en haut de la pyramide des valeurs, il y a la protection du public. Et dans les sondages, 45% pensent que le mandat des ordres professionnels, c'est de défendre les membres. 45%. Donc, 45% pensent que ça ressemble à un syndicat. Donc, à la fin du cours, là, j'espère qu'on est à 100% des individus, des étudiants et étudiantes de mon cours qui le savent qu'un ordre professionnel, c'est là pour protéger le public. Puis 100% le savent aussi que ce n'est pas un syndicat qui est là pour défendre les intérêts des membres. Je dirais qu'en résumé,
tiens, si vous avez à répondre à ce genre de questions-là là, pendant le temps des fêtes, c'est quoi le système professionnel, puis tout ça. Bon, ça me surprendrait que ça se produise, mais disons, proposons ce cas fictif. Un système professionnel, c'est quoi? Je dirais que c'est un ensemble de lois, de règles, de normes, de structures sociales, d'instances légales, politiques, qui balisent, qui encadrent l'exercice et le rôle des professions. Hein? Et le rôle des professions, je parle de certaines occupations, puis les professions que j'ai en tête, ce sont les mêmes que vous. Arpenteur géomètre, ingénieur, évidemment, chimiste, il y en a dans le cours, agronome, il y en a certains dans le cours, ingénieur forestier, il y en a plusieurs dans le cours, de futurs ingénieurs forestiers, médecin, avocat, notaire, il n'y en a pas dans le cours, mais ça fait partie des professions encadrées par le système professionnel. Donc, des occupations dont la principale fonction sociale est balisée et contrôlée. Hein? Et pourquoi? Ben parce que la sécurité publique, la santé publique, la paix sociale pourraient être compromises si celles et ceux qui occupent qui ont ces occupations, qui exercent ces professions, sont maladroits, manquent de connaissances, manquent de compétences. Puis, ben, si vous ne savez pas exactement ça, là, maintenant, là, donc c'est quoi le système professionnel, ben, je dirais que vous avez manqué plusieurs objectifs du cours, puis votre étude sera compliquée, mais je dirais que pour la plupart d'entre vous, là, je regarde l'engagement des étudiants dans le cours, ça devrait aller. La compréhension de c'est quoi le système professionnel, ça semble être acquis. Donc, le système professionnel, un système qui a des forces indéniables, j'ai tenté de vous les démontrer pendant la session, mais c'est aussi c'est un système qui a certaines failles. Puis, certaines failles, ben, on en a été témoin, on les a vues, on les a aussi identifiées pendant la session. Donc, ce que je vous propose ici, c'est de voir ensemble quelques failles, puis quelques forces du système professionnel. On va commencer par le côté plus crunchy, je dirais, de la démonstration, c'est les critiques. Hein? Des critiques constructives, mais des critiques quand même, des failles que l'on peut voir dans le système professionnel. Donc, ça coûte cher, les cotisations professionnelles. Hein? Ça, c'est la principale faille qu'on entend autour de vous, mais je dirais que ce n'est pas une critique qui est tout à fait recevable, c'est-à-dire que ça coûte cher. Il faut voir là, à quoi ça sert ces argents-là là, qui servent à payer vos cotisations. Je dirais qu'il y a d'autres critiques à adresser à un système, le système qui est le système professionnel. Puis si vous comprenez à quoi ça sert, puis quelles sont les responsabilités, les rôles qui sont partie prenante, sont partie plutôt intégrante à ce système, si vous comprenez tout ça, vous verrez à quoi ça sert vos cotisations, puis ce que ça coûte, puis à ce moment-là, vous serez en mesure d'apprécier si c'est trop cher ou juste assez cher, ou si vous en avez beaucoup ou pas assez pour votre argent. Mais je dirais que ça coûte trop cher les cotisations. Ça va faire là, cette critique-là. Il faut voir à quoi ça sert, puis à quoi justement ça sert ces cotisations avant d'en faire la critique. Je dirais qu'il y a d'autres critiques plus pertinentes, puis je vous en propose quelques-unes. Et ces critiques, je les ai trouvées dans un texte que je vous ai demandé de lire. C'est un texte qui est en anglais. Ça s'appelle Professional Codes, Why, How and With What Impact. Donc, c'est un texte que je vous ai partagé. Je vais le traduire pour vous. En fait, j'ai traduit les principales conclusions de ce texte. Je vais vous les présenter en classe, puis je me permets de vous les résumer pour vous ici dans ce podcast. Donc, commençons par les failles. Il y en a 5 que j'ai préparées pour vous. La première, c'est, je l'ai désigné conservatisme. Hein? La principale idée, c'est que c'est difficile de changer le système professionnel. Hein? C'est un système qui est parfois lourd. La loi sur les ingénieurs qui balise l'exercice de la profession d'ingénieur, ben celle-là, elle vient tout juste d'être modifiée, par exemple. Puis ça faisait 30 ans
qui avait des propositions de refonte. Donc, 30 ans inchangés ou presque, avec plusieurs propositions de refonte, et on vient tout juste de la modifier. Puis il y a plusieurs modifications même qui ont été refusées. Donc là, est-ce qu'on est reparti pour un 30 ans supplémentaire? Je ne le sais pas, mais donc tout le volet informatique, par exemple, a été abrogé. On avait prévu dans la loi sur les ingénieurs intégrer la fonction informatique ou la profession en informatique, et tout ça a été tassé. Donc pour l'instant, les professionnels qui exerceront dans le domaine de l'informatique, c'est moins bien balisé que dans d'autres domaines. Donc, vous le voyez, là, c'est un système de loi et c'est long de changer une loi. Donc, c'est long. Conservatisme, c'est ce que ça veut dire. C'est lourd, c'est stable, c'est lent. Il y a une fonction, là, il y a des raisons pourquoi que c'est lourd et c'est stable. Puis cette stabilité-là, là, ça deviendra plus tard une force. Mais pour l'instant, gardons comme principale critique là, que c'est lent. Il faut imaginer un paquebot, là, vous êtes en bateau, puis si vous décidez de changer d'orientation, là, donc de faire demi-tour, ben ça va vous prendre des kilomètres avant de... On ne freine pas, puis on tourne. Là. C'est-à-dire que ça va prendre des kilomètres avant de vraiment tourner de côté, de faire un 180 degrés. Donc, le système, il est comme ça aussi. Donc, il est assez lourd. Mais il est stable. Puis cette fonction stabilisatrice, ça aussi, c'est pas un hasard. Donc, il y a des avantages à avoir un système qui est aussi lourd, qui a sa propre force d'inertie. Parfois, c'est nécessaire. On y reviendra un peu plus tard, mais je dirais que comme première critique, on retiendra l'idée de conservatisme. C'est lent, c'est lourd, c'est difficile de changer le système. Donc, voilà ma première critique. La deuxième, intellectualisme. Ben oui, intellectualisme, on va critiquer encore les intellectuels, c'est-à-dire que ce qui se passe dans le système professionnel, c'est que ça intéresse davantage des profs comme moi, puis des juristes, que ça nous intéresse plus que vous, donc qui serez les principales intéressés. Donc, c'est vous qui serez encadrés par ce système professionnel. Puis, ce qu'on voit, c'est que ça intéresse surtout des gens comme des personnes comme moi, des profs en éthique, des juristes, donc en droit, donc des collègues. Il y en a plein, là, des collègues autour de moi qui s'impliquent dans le système pour le comprendre, le transformer. Je pense à mon collègue ici, Luc Bégin, qui est intervenu à plusieurs reprises dans sa carrière là, pour changer le système qui encadre, qui balise votre profession. Mais ça intéresse que nous, c'est-à-dire que c'est un peu ça qui est dommage, là. C'est-à-dire que vous êtes les principaux destinataires, les principaux créateurs, les principaux acteurs du système professionnel. Mais ce système professionnel vous intéresse peu. Donc, c'est dommage. Il y a des enjeux importants au cœur de l'exercice de votre profession et ça vous intéresse peu. Donc, intellectualisme, c'est comme ça que j'ai désigné cette deuxième critique. Ce que ça veut dire, c'est que ça nous intéresse, nous, ça vous intéresse peu, alors que vous êtes les principaux concernés. Troisième critique, je l'ai désigné sous le titre de corporatisme. Ici, on a affaire à, peut-être c'est un découlant de la pensée de groupe là, qu'on a vu au module 10, c'est-à-dire que au cœur de votre profession, évidemment, il y a une forme de solidarité entre les membres d'un ordre professionnel, mais ce qui se passe aussi, c'est qu'un ordre professionnel et les ordres professionnels, comme plusieurs groupes, ont parfois tendance à développer des problèmes typiques qu'on a vus là, avec la pensée groupale, c'est-à-dire que le groupe s'isole, va parfois accroître les barrières entre elles et les autres groupes, y compris la société. Donc, il y a une forme là, d'étanchéité progressive là, autour du groupe, parfois une certaine forme de complaisance, une certaine forme de... C'est quoi les autres symptômes? Stéréotypes à l'égard d'autrui, on les a vus. Manque d'apport externe, censure, autocensure au cœur du groupe.
Voilà. Donc, les symptômes de la pensée de groupe qu'on a vus ici peuvent s'appliquer ici. C'est un écueil que rencontreront plusieurs groupes et un ordre professionnel, c'est aussi un groupe. Donc, parmi les failles, il faut faire attention à celle-là. C'est-à-dire que parfois, un ordre professionnel, ça peut avoir tendance à défendre un peu trop les membres du groupe. Et on a vu plusieurs exemples avec la commission Charbonneau, là, donc au détriment de quoi? Au détriment de la protection du public. Donc, troisième critique, corporatisme. Quatrième critique, policiarisation. Donc, je me suis inspiré du mot police, comme la police, qui peut vous arrêter lorsque vous allez un peu trop vite. Donc, policiarisation. Ce que ça veut dire, c'est que pour plusieurs, une des critiques qu'on peut adresser à l'endroit du système professionnel, c'est que les ordres professionnels peuvent parfois occuper un rôle de police ou être réduit à son rôle policier. C'est-à-dire qu'il serait là uniquement pour contrôler les professionnels, donc contrôler l'exercice de la profession. Donc, c'est une critique qui est tout à fait recevable. Puis ça arrive souvent lorsqu'un ordre professionnel manque de moyens, manque de ressources, manque de temps. Les ordres qui se passent dans un contexte de pénurie de fonds ou de ressources, de main-d'œuvre, c'est que les ordres professionnels, ils ont tendance à se réfugier derrière le seul rôle qui est celui de policier, c'est-à-dire surveiller, sanctionner les membres. C'est un rôle qui est nécessaire, mais en même temps, c'est un peu dommage de réduire le rôle d'un ordre professionnel à si peu. Donc, le risque ici avec un ordre professionnel qui est un peu plus policier, donc policiarisé, le risque, c'est la perte d'identité professionnelle. Hein, on le voit un peu avec certains ordres professionnels. Les membres ont l'impression que leur ordre est seulement là pour les surveiller. Donc, lorsqu'on arrive pour développer un sentiment d'appartenance à cet ordre professionnel, c'est plutôt une espèce de sentiment d'opposition, sinon de crainte là, qu'on peut développer. Puis évidemment, c'est l'identité professionnelle qui risque le plus d'en souffrir. Donc, quatrième critique, policiarisation. L'idée, c'est que votre ordre est réduit, dans certains cas, à son rôle de police. Cinquième critique, asservissement et perte d'autonomie. Perte d'autonomie, asservissement. Ce qu'on a vu au cours de l'histoire du professionnalisme, c'est le cumul d'erreurs, d'errances de certains membres d'ordre professionnel. Et ça se traduit comment? Ça se traduit par un resserrement des contraintes, donc resserrement du contrôle externe. On a vu par exemple l'Ordre des ingénieurs du Québec là, pendant plusieurs années sous tutelle, c'est-à-dire que aucune autonomie. On va désigner des tuteurs. Souvent, c'est le gouvernement en place qui désigne des tuteurs puis qui vont gérer un ordre professionnel. On est bien loin de cette autonomie, de la liberté des acteurs, de leur association. Hein. C'est ce qu'on voyait dans les premiers balbutiements là, du système professionnel. On est bien loin de cette belle autonomie. On est bien loin d'un groupe qui se définit lui-même, qui se donne lui-même ses idéaux, ses valeurs. On assiste plutôt à plusieurs instances de contrôle des ordres, parfois, dans certains contextes, par un système juridique, politique. Donc, c'est le risque. Et en perdant cette liberté, dans certains ordres professionnels, il y a peu de liberté. En perdant de la liberté, c'est-à-dire en vous contraignant à juste suivre votre code de déontologie, ce qu'on perd, c'est cette liberté. Puis cette liberté, on l'a vu, c'est une condition nécessaire à l'exercice du jugement professionnel. Hein? Donner suffisamment d'espace pour exercer vous-même votre jugement professionnel. Donc ça aussi, ça disparaît. Donc, cinquième critique, asservissement, perte d'autonomie, perte de liberté. Donc, tout ça, c'est applicable
aux ordres en tant que tels, mais aux membres aussi des ordres professionnels. 5 failles, donc, conservatisme, intellectualisme, corporatisme, policiarisation et la dernière, asservissement et perte d'autonomie. Donc, il y en a d'autres des critiques, là. Je vais les aborder dans le cours de demain, mais je les réexpliquerai pas ici. Mais effritement de l'identité professionnelle, on s'est aperçu de ça là, pendant le cours, c'est-à-dire votre identité, elle s'effrite. Effritement de la responsabilité professionnelle. Il y en a plusieurs qui... Tout le monde veut prendre le mérite, mais peu veulent prendre le blâme. Perte de sens, c'est-à-dire la plupart des professionnels ont de la difficulté à expliquer d'où ils viennent et où ils s'en vont, c'est quoi la protection du public, leur rôle social. Donc, dans le texte de Cynthia Duclos, c'est un texte que j'ai donné aussi à lire, on identifie d'autres failles, d'autres faiblesses. Par exemple, elle nomme l'apparence d'ambivalence entre la protection du public et la défense des professionnels. Donc, cette ambivalence-là, elle est perçue par le public et elle peut être problématique. L'absence de surveillance et de contrôle des firmes professionnelles, ça, c'est une vraie belle critique. C'est-à-dire que les ordres n'ont pas les pouvoirs nécessaires pour se pointer dans les principaux lieux où s'exerce la profession. Un ordre professionnel ne peut pas se pointer dans une firme de génie pour s'assurer, par exemple, que les ingénieurs qui y travaillent dans un contexte où ils peuvent exercer prudemment leur profession. D'autres failles, donc vous irez lire peut-être le texte de Cynthia Duclos si vous n'êtes pas en classe. Là. Donc c'est un système, il a des failles, c'est le système professionnel. C'est un système qui est humain, qui a été créé par des humains et dont les principaux acteurs sont eux aussi sont faillibles plutôt. Donc évidemment, c'est un système humain. C'est sûr qu'il y aura des failles, des problèmes et j'ai tenté d'en identifier quelques-unes avec vous. OK, les forces maintenant. Le côté clair de la force maintenant. Donc, quelles sont les principales raisons pour justifier l'existence du système professionnel? Je t'ai raconté cette histoire-là là, pendant tout le cours, je dirais, vous devriez être capable vous êtes sûrement en mesure maintenant de nommer quelques forces du système professionnel. Sinon, dans le texte de Frankel, donc le texte à l'étude, lui identifie 8 raisons pour justifier l'existence d'un système professionnel. Puis, voilà, 8 forces donc. Êtes-vous prêts? J'en ai 8. La première, ancrage moral. C'est-à-dire que votre système professionnel, il a une fonction. La première fonction, c'est de vous donner un ancrage, un guide moral commun, des directions claires et déterminées, des valeurs communes. C'est ça, là, ce que ça veut dire, ancrage, un sens commun. On s'attache, le paquebot là, est attaché avec son ancre à quelque part et cet ancrage, il est commun. C'est pas rien. Dans notre monde, là, je dirais, je dirais que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est plutôt des confrontations entre différents systèmes de valeurs, sinon des différentes valeurs points. C'est un discours souvent qui est radicalisé, qui divise. Ce que votre ordre vous donne, c'est un ancrage moral. Vous pouvez avoir vos propres valeurs, mais dans l'exercice de votre profession, il y aura des valeurs communes. Un système de valeurs commun, puis on vous demande d'y adhérer. Donc ça, c'est la première force. Ancrage moral. Deuxième force, évaluation et contrôle public. C'est-à-dire que la présence d'un ordre permet à la société de formuler des attentes à l'endroit des professionnels et des critiques aussi. Donc, mettez-vous à leur place, là. Vous faites construire un pont, vous faites construire un bâtiment, vous faites quoi d'autre? Vous faites concevoir un vaccin, vous faites construire un hôpital. C'est sûr que les attentes sont immenses et les risques sont immenses aussi. Donc, le public a droit
à certaines promesses, hein, c'est ce que ça veut dire, certaines attentes, et a droit aussi à un peu de contrôle, c'est-à-dire que ça lui prend des réponses, des agents qui sont imputables si ça tourne mal. Donc ça, c'est la force. On a besoin d'un système qui donne une partie du contrôle au public. Ça lui permet d'évaluer, de contrôler et de sanctionner à sa manière les membres qui pourraient être fautifs. Troisième force, socialisation des pairs. Ben oui, un ordre professionnel, ça vous permet de créer un réseau social, je dirais au sens propre ici, c'est-à-dire que vous mettre en lien, vous permettre de collaborer, de tisser des liens avec d'autres professionnels comme vous, donc des liens entre pairs. Puis un ordre professionnel, ça peut être un lieu, un lieu virtuel pour discuter, débattre, parler justement des valeurs, des comportements moraux qui sont attendus. Il y a des sujets délicats, pourquoi pas en discuter entre vous, statuer sur quelles sont les compétences, comment mesurer ces compétences, discuter des idéaux, des valeurs de votre profession. Donc, poursuivre ce dialogue-là qui avait été entamé dès la naissance des ordres professionnels. Donc, troisième force, socialisation des pairs. Hein, un système professionnel qui est là pour vous permettre de tisser des liens avec vos pairs, de créer votre propre réseau social, votre propre communauté. Quatrième force, je dirais, accroissement de la confiance du public. Donc ça, et de la réputation de la profession. Hein, le système, sa quatrième force, c'est qu'il est là pour rassurer le public, pour lui assurer que les membres, en fait, que le comportement en général des membres sera concordant. On ne peut pas lui garantir toujours, là, mais ce qu'on souhaite, c'est promettre au public que les membres auront un comportement qui concorde, qui est cohérent avec les règles, les valeurs qui sont promues dans ce code. Et cette confiance-là, elle est nécessaire. Imaginez-vous un monde dans lequel le public perd confiance en ses professionnels en sciences et génie. Le système est basé sur cette confiance. Et lorsque le système est bien rodé, lorsqu'il est efficace, ce comportement, le comportement adéquat des membres, accroît la confiance du public et contribue au maintien de la réputation de la profession. Donc, le maintien et l'accroissement idéalement de la réputation de la profession. Donc, le système, il sert aussi à ça, ça fait partie de ses forces. Sans ce système, difficile de travailler sur cette nécessaire confiance du public et les professionnels. Cinquième force, préservation des valeurs de la communauté de pairs. Donc, il y a une fonction de préservation ici. Et cette fonction, j'en ai parlé un peu plus tôt lorsque je parlais des failles. Hein, rappelez-vous, là, je vous disais, le système, il est lourd, il est conservateur, c'est long de faire changer le paquebot de côté. C'est vrai, mais cette lourdeur, c'est pas un hasard. Là. Donc, il y a une fonction qui est stabilisatrice, j'en parlais un peu. C'est-à-dire que le système en place, il protège certaines valeurs contre une intervention indue des différentes formes d'autorité de l'époque. Hein, autorité politique, sociale, religieuse d'une époque. À chaque époque, hein, il y a des autorités politiques, sociales, religieuses. Puis le système est là pour préserver des valeurs, hein, les valeurs des professionnels et les préserver de qui, de quoi, de l'intervention des différentes figures d'autorité en place. C'est peut-être la plus grande force, justement, pas juste du système professionnel, mais je dirais des normes, des lois dans ce qu'ils sont, là, c'est-à-dire qu'ils donnent une forme de stabilité. Pensez aux chartes, les grandes chartes, la Constitution. À quoi ça sert tout ça, les lois, les statuts organisationnels? Hein? Pourquoi qu'on se donne ce genre d'outils-là? C'est parce que ça donne une grande stabilité. Hein?
ça extrait l'organisation de la société. Ça lui donne une forme d'indépendance sociale. La société va changer, mais les lois, les règles, les normes, les chartes, elles, restent. Et tranquillement, la société change, mais elle perd de son emprise sur les normes, les lois, les règles, les codes que nous avons créés à une certaine époque. Donc, c'est frustrant pour la société moderne. Quand on regarde le Code des professions, on dit, ben voyons, ça a été créé en 1973, ça n'a pas changé. C'est frustrant, on devrait le changer, mais en même temps, cette stabilité-là, ce que ça nous indique, c'est qu'il faut aussi avoir confiance en, je dirais, la sagesse de nos prédécesseurs. Comme les valeurs du code. J'en ai donné des exemples en classe, là. Les valeurs de votre code de déontologie, ça vous aide à quoi? Bien, ça vous aide, entre autres, à vous ajuster à un nouveau marché, le marché économique en ce moment-là. C'est-à-dire que votre rôle, on l'a vu, là, c'est différent. Votre profession a changé. Vous êtes maintenant beaucoup plus proche de vos employeurs. Vous avez un salaire. Vous avez des contrats de travail. Vous devez allégeance à votre employeur. On en a parlé en classe, là. Puis, vous avez un rôle, mais un rôle social. Et vous voyez bien que vous êtes sollicité, mais attention, les principes qui ont été enchâssés dans les lois, les règles, les codes, votre code professionnel, ça vous rappelle que vous n'êtes pas que des employés. Vous n'êtes pas que de simples personnes sous le joug ou le pouvoir de votre employeur. Le système professionnel a créé des outils. Ces outils s'incarnent dans des lois, des règles, des codes. Puis désormais, on ne peut pas seulement vous réduire à votre rôle de travailleur. Votre code de déontologie existe. Vous êtes des professionnels. Puis c'est inscrit dans votre code des professions que vous pouvez parfois vous opposer à un employeur. Donc ça, c'est la fonction stabilisatrice. C'est là, ça préserve les valeurs dans les lois, les normes. C'est sûr que c'est difficile à changer, c'est un peu lourd, mais en même temps, ça permet d'extraire ces valeurs-là de la société. La société change, mais les valeurs que vous avez tranquillement injectées dans ces lois, ces règles, ces normes, celles-là vont perdurer et sont pérennes. Donc, 5e défense du système professionnel, préservation des valeurs de la communauté de pairs. 6e force, le système professionnel, à quoi il sert? Ben, il sert à révéler des manquements et sanctionner les manquements. Ben oui, le système, il sert aussi à ça. Certains autres professionnels sont parfois réduits à cette fonction-là, mais il y a une fonction sociale importante, là. C'est-à-dire à quoi ça sert, c'est quoi ses forces. C'est-à-dire que si il y en a certains d'entre vous qui s'éloignent un peu trop des codes, des règles, ben il y aura sanctions et ces manquements-là seront révélés, détectés. C'est plus simple. Si vous mentez, par exemple, on parle falsification, fraude, ben boum, il va y avoir une sanction. Et par exemple, si vous avez fait perdre un contrat à votre client parce que vous étiez en conflit d'intérêts, c'est-à-dire que vous avez décidé, on va faire une révision, parce que vous avez décidé de privilégier vos propres intérêts personnels au détriment des valeurs de la profession. Donc, badaboum, il y a une autre sanction. Puis on vous le rappelle, l'intérêt du public, il est là, il doit être privilégié. L'intérêt privé et personnel, ça doit être sacrifié. Donc, c'est à ça que ça sert aussi le système professionnel. Sanctionner, révéler certains manquements. On peut dire il y a manquement lorsqu'il y a déviation du code de déontologie, des articles du code de déontologie professionnelle. Et éventuellement, il y a sanction. Et pourquoi? De quel droit peut-on se permettre de sanctionner un professionnel? De quel droit? Ben, c'est parce que le système professionnel, il a force de loi. Donc, 6e force, le système professionnel permet de révéler et sanctionner les manquements. 7e force, le système professionnel, à quoi sert-il? Il sert à accroître la solidarité et le soutien des pairs.
Je parlais peut-être des problèmes liés à ce sentiment, cette pensée de groupe, mais en même temps, il y a une belle force derrière tout ça. C'est la force du nombre. Hein? Vous êtes plusieurs. Je pense à l'Ordre des ingénieurs, vous êtes plus de 60 000 maintenant. Donc, vous êtes plusieurs. Vous pouvez bénéficier du pouvoir du nombre. Certains vont tenter de vous plier, de vous demander de servir uniquement leurs intérêts, de dévier parfois de certains articles de votre code, mais si vous décidez de ne pas poser ce genre de geste, bien, sachez que vous n'êtes plus seul. Hein? Vous êtes plus de 60 000. Il faut que ça se sache. Il faut que vos employeurs le sachent plutôt. C'est votre contre-pouvoir. Donc, votre ordre professionnel vous demande quelque chose de difficile, un geste extrêmement difficile, c'est-à-dire poser toujours le geste moral juste et bienveillant. Et ce qu'il vous demande aussi, c'est de sacrifier votre propre personne, parfois au profit de la santé, de la sécurité du public, de la paix sociale. Ce sera difficile, mais vous n'êtes pas seul. Hein, imaginez si vous étiez seul. Je pense que c'est ça la question. Si on veut bien voir l'importance de cette force, c'est de se poser la question, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez seul? Hein, imaginez Karen Duhamel. Tiens, Karen Duhamel, c'est un bel exemple. Elle était assez seule. Hein? Rappelez-vous, Karen qui se tournait justement vers son ordre professionnel pour obtenir du soutien, de l'aide. Elle appelle à l'aide. Puis ce qu'elle a reçu, c'est pas grand-chose. Alors qu'un ordre, ça devrait être justement ça, la force du nombre, venir en aide à celles et ceux qui tentent d'exercer prudemment et honnêtement leur profession. Vous n'êtes pas seul. Vous devez avoir le soutien de votre ordre professionnel, puisque c'est sa 7e force. Le système professionnel permet, en tout cas devrait permettre, d'accroître la solidarité et le soutien des pairs. 8e et dernière force, le système professionnel sert à quoi? Ben, à résoudre des conflits entre pairs. Ça aussi, ça se peut que ça se produise. C'est-à-dire qu'un code peut servir aussi à résoudre des problèmes internes. Un ordre professionnel peut servir à résoudre des problèmes internes. Le code peut servir de point de départ parce que des conflits, il risque d'avoir des conflits. Hein, on l'a vu là, dans notre société, les conflits de valeurs, ça existe et ça existera aussi à l'intérieur de votre ordre professionnel. Donc, ça vous donne des lieux pour discuter. Parce que il va y en avoir des conflits. Des conflits, ça peut être seulement là, des différentes façons de concevoir la profession. On l'a vu sur les forums, là, certains n'ont pas exactement les mêmes opinions en matière de conflit d'intérêts. Donc, il peut y avoir différentes interprétations des normes, des règles. Certains peuvent juger certains comportements déviants, d'autres tolérables. Puis, cette incertitude, c'est normal, je dirais. C'est même un signe de raison. Hein? C'est-à-dire que vous doutez, c'est bien. Puis, on doute de nos propres certitudes. On doute parfois du comportement des pairs. C'est bien. Puis, le dialogue, c'est la seule façon de résoudre cette part d'incertitude. Puis, cette fonction, ben, elle est là. Elle est au cœur aussi du système professionnel. Et c'est sa 8e force, un système professionnel qui vous permet de résoudre des conflits ou des tensions entre pairs. Donc voilà, 8 forces, c'est ce que je voulais voir avec vous. Donc de bonnes raisons pour défendre ce système professionnel. Ben, pour Frankel, il y a 8 bonnes raisons. Puis voilà. Puis combien de ces fonctions, de ces bonnes raisons sont là au cœur de votre ordre professionnel? Ben, je vous souhaite que ce soit les 8. Hein? Puisque s'il y en a seulement 1, 2, 6, ce sera problématique. Et ben, pour vous, si vous en détectez seulement 1, 2, 3 fonctions qui sont à l'œuvre, ben, la question devient qu'est-ce que vous allez faire pour enrichir ce système? Hein?
dans lequel vous allez bientôt faire vos premiers pas et un système qui va encadrer l'exercice de votre profession. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous pourrez faire. Un système qui malgré ses failles, a plusieurs fonctions. Dans le texte de Frankel, il y en a 3 fonctions. Inspirer. Donc, votre ordre professionnel, là, si vous regardez ce qu'il fait, si vous allez consulter la présidente de votre ordre professionnel, ce qu'elle devrait vous répondre, à quoi ça sert, là. Inspirer. Donc, c'est sûr que son boulot, c'est d'exercer un leadership éthique et moral, là. Donc, faut pas se faire de cachette, là. C'est pas un leadership technique, là. C'est éthique et moral, c'est-à-dire donner un sens à votre profession, inspirer à l'aide vous rappeler peut-être les valeurs importantes de votre profession que sont l'honnêteté, la vérité, l'humilité, la connaissance, évidemment, le désintéressement, la justice, la valeur de la science, de la connaissance, la bienveillance. Donc, on est dans l'éthique de la vertu, c'est sûr, là. Mais c'est la première fonction, c'est-à-dire que célébrer celles et ceux qui incarnent ces valeurs. Donc, promouvoir, vous allez le voir dans votre ordre professionnel, on va promouvoir souvent des modèles là, qui incarnent justement ces grandes valeurs. La deuxième fonction, réguler. Donc, un ordre professionnel est là pour créer des lois, intervenir, modifier les lois, reformater, refondre certaines lois, ajouter, modifier. Donc, ça fait partie de ces fonctions. S'assurer que les lois sont justes, puis défendre justement les valeurs et idéaux qui sont au cœur de votre profession. Elles sont là aussi, vos ordres professionnels sont là pour défendre ces lois, ces normes, puisque justement, ces lois existent pour servir vos valeurs, défendre la profession, défendre la protection du public. Ces normes sont là aussi pour sanctionner au besoin, on l'a vu. Et la troisième grande fonction, éduquer. Votre ordre professionnel doit se soucier de votre formation et de la formation de ses membres. Donc, s'assurer que tout le monde soit compétent minimalement. Donc, promouvoir aussi ses compétences, promouvoir l'acquisition de nouvelles compétences, le savoir continu aussi, valider les programmes. Donc, le BCAPG, vous en avez entendu parler ici aussi, là, dans la faculté de sciences et génie avec les 12 qualités, puis tout ça. J'imagine que vous avez entendu parler de ça, des programmes qui sont là pour valider, pas des programmes, des institutions qui sont là pour, comme troisième fonction, éduquer, ce que ça veut dire aussi. S'ils ne vous éduquent pas en tant que tel, être là à intervenir sur les programmes de formation qui eux, s'assurent de vos compétences. Donc ça, c'est la troisième fonction. Et au passage, éviter de se voir réduit à une seule de ces fonctions. Donc, réguler, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Éduquer, intervenir, inspirer de plusieurs façons. Mais ça, vous saviez tout ça parce que maintenant, vous connaissez votre ordre professionnel, vous connaissez le système professionnel, vous le connaissez bien parce que vous avez bien travaillé, bien étudié, vous connaissez ses forces parce que je viens de vous aider à en savoir quelques-unes et ses failles parce que là aussi, vous êtes capable de les identifier. Je vous en ai donné quelques autres, des failles qui sont là, qui peuvent faire partie du système et des failles que vous devez corriger. Et vous aurez peut-être un rôle à jouer dans ce système pour promouvoir ses forces, sinon intervenir et corriger certaines de ses failles. OK, donc dernier mot pour conclure ce module, conclure ce cours d'ailleurs. Donc fermez vos autres distractions, là. Je vous ai seul à seul, là. On va se parler dans les oreilles. Donc, vous le savez, ce cours, vous l'avez vu dans mon ton, dans ce que je dis, dans ce que je fais aussi, ce cours est extrêmement important pour moi. Quand j'ai commencé ma carrière, je souhaitais enseigner des thèmes qui sont importants, qui sont signifiants, qui sont essentiels en société. J'enseigne sur la conduite responsable en recherche et j'enseigne aussi sur le professionnalisme, vous l'avez vu, dans l'exercice de la profession en sciences et génie. Et ce qui m'importe, puis vous l'avez compris,
c'est la qualité, hein, et l'intégrité des acteurs, des actrices en sciences et génie. Et pourquoi? Ben, je vous dirais, imaginez un monde, imaginez une société si on perdait confiance envers les acteurs et les actrices de la science et du génie. Imaginez si on perdait confiance en nos chercheurs, chimistes, informaticiens, programmeurs, microbiologistes. Imaginez si on perdait confiance en nos ingénieurs, arpenteurs, géomètres, agronomes. Imaginez si on perdait confiance en nos médecins, nos virologues, épidémiologistes, j'en oublie, là, mais imaginez si ce lien de confiance se brisait. Hein, que resterait-il de tout ça? Votre rôle, ce n'est pas rien. J'aime bien dire que vous êtes le dernier rempart. Hein? Vous êtes et vous serez toujours ce dernier rempart. Contre quoi? Ben, contre le contraire. Hein? C'est-à-dire contre le mensonge, contre l'ignorance, contre l'incompétence, contre la bêtise. Vous êtes les gardiens. Hein? Les gardiens de la science serait une autre façon. Les serviteurs peut-être, les protecteurs de la science, du bien commun, du génie, de la sécurité, de la santé publique, de la paix sociale. Et il faut reconnaître l'importance des thèmes abordés dans ce cours. Hein? Le principal thème là, qui traverse ce cours, c'est votre rôle dans la société. Je sais que le cours n'a pas toujours fait portrait glorieux de votre profession. Hein. Ce qu'on a vu, c'est certaines failles, certaines erreurs, certaines errances, certains manquements. Donc, c'est un portrait sombre de l'homme dans ce qu'il a peut-être de plus fragile. Je sais que lorsqu'on voit un professionnel sombrer, il y en a eu quelques-uns, là, il y a quelque chose de navrant, sinon de choquant. Là. On a vu des viaducs qui tombent, des firmes de génie qui collisionnent, des ingénieurs qui volent le trésor public, puis je ris, puis c'est pas drôle. Des chercheurs qui mentent, des professionnels qui abandonnent leur rôle, puis qui se mettent à servir leurs propres intérêts personnels, puis qui fraudent, puis qui compromettent la sécurité publique. C'est sûr qu'il y a quelque chose de choquant, mais en même temps, c'est un portrait humain. Et surtout, ce que je souhaite, c'est que ça révèle aussi son contraire. Hein? Donc, je ne peux pas vous laisser avec ce portrait uniquement sombre de la profession. Faut voir que ce portrait sombre révèle son contraire. Donc, l'autre côté de la médaille. Il n'y a pas de médaille assez mince pour ne pas avoir de deux côtés à cette médaille. Donc, il y a un côté lumineux aussi à tout ça. C'est la contrepartie, c'est la noblesse, puis la hauteur, je dirais, des ambitions annoncées en sciences et génie. Si vous êtes là, ici, maintenant, à m'écouter dans un podcast, dans un épisode qui s'étire, pourquoi vous avez choisi cette profession? Pourquoi vous avez choisi un programme en sciences et génie? C'est parce qu'il y a des valeurs qui se cachent derrière ça. Puis il faut se les rappeler, il faut se rappeler la hauteur puis la noblesse des ambitions. Pour vous, c'est construire, mais construire un monde meilleur. Maîtriser la nature, maîtriser la matière, maîtriser l'énergie. D'autres, c'est explorer l'espace, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Les plus esthètes d'entre vous, ce sera peut-être pour célébrer la beauté des nombres, si vous êtes en mathématiques pures, là, donc célébrer la beauté des nombres, comme disait Einstein. Pour d'autres, c'est redéfinir l'homme. Je pense à tous ceux qui sont en biotech, technologie, tout ça. Défendre de façon générale la pensée, la rigueur, la raison. Donc, vous êtes là pour ça. Puis évidemment, lorsqu'on voit certains de nos pères tomber, ben ils tombent de haut. Hein? Donc, plus les ambitions sont élevées, plus on tombe de haut. Mais en même temps, je vous dirais, ayez le courage de tenter, tenter d'atteindre ces idéaux. Vous en avez le pouvoir.
C'est sûr que certains se trompent, d'autres risquent de se perdre en chemin, mais tous, vous avez ce pouvoir. Donc, pas un super pouvoir, un pouvoir ordinaire, un pouvoir humain, un pouvoir qui engendre, encore une fois, de grandes responsabilités. Chers étudiants, chères étudiantes, soyez ces héros ordinaires. Hein? Donc, exercez ce pouvoir, votre pouvoir au quotidien, dans l'ombre peut-être. Ben oui. Qui va reconstruire le monde après cette pandémie? Qui? Qui peut le faire mieux que vous? La responsabilité vous incombe, à toi, mais à vous tous et toutes. Hein, la responsabilité de vous servir de ce pouvoir, pas seulement pour défendre les idéaux et valeurs du système professionnel, mais pour défendre vos propres valeurs et idéaux. Ça fait 10 ans que je donne ce cours, puis je le termine toujours avec cette même phrase, puis je la dis ici et je la redirai en classe. Et il y a celles et ceux qui créent, qui construisent, qui inventent, qui changent et balisent notre monde et nos valeurs via la science et la technologie, mais dont le travail, lorsqu'il est bien fait, reste invisible. Hein? Lorsqu'il est bien fait, ce travail reste invisible. Donc, vous m'avez compris, restez invisible. Je ne veux plus jamais entendre parler de vous, surtout pas dans les médias pour une catastrophe. Vous allez au contraire réaliser de grandes choses. Faites-le avec passion et faites-le bien. Voilà, c'est tout. Bonne étude. On se revoit à l'examen final. Donc, bonne fin de session, groupe. Excellez, changez le monde, puis amusez-vous un peu au passage. Allez, bye bye. OK, comme dernier indice, je vous propose le mot « caout ». Et pourquoi je vous dis le mot « caout », c'est parce qu'il va y avoir un caout demain au dernier cours. Donc, si vous voulez faire le caout, préparez-vous. C'est un caout récapitulatif. Et je vous le dis avant tout le monde. C'est pas vrai, je l'ai dit aussi la semaine dernière. Donc, l'indice, caout. Bye bye.